Le débrief éco du dimanche soir en partenariat avec le Cercle des économistes. Le président est autour de la table, donc on va le citer bien évidemment. Emmanuel Cuny, bonsoir. Bonsoir Catherine, bonsoir à tous. C'est pas moi le président du Cercle. Mais bon, voilà. On aura compris, c'est Jean-Hervé Lorenzi. C'est Jean-Hervé Lorenzi qu'on va retrouver tout à l'heure. On va rester dans la politique économique qui nous attend pour les 5 prochaines années. C'est vrai que la nouvelle équipe est en marche, on peut le dire. Et il y a une première politique qui commence à influer sur la couleur de la politique économique d'Emmanuel Macron. Oui, alors resserré et paritaire, le gouvernement d'Édouard Philippe balaye le spectre vraiment politique de la gauche à la droite, en passant par la société civile. 22 membres au total, 11 hommes et 11 femmes, 18 ministres, 4 secrétaires d'État. Tout ça pourrait évidemment être revu à la marge après les prochaines élections législatives du mois de juin. Mais cette première équipe donne le ton, la tonalité que le président de la République entend donner à sa politique. Alors, sera-t-elle de droite, de gauche ou du centre? Peut-être d'un peu de tout d'ailleurs, ma bonne dame. Voilà, grosse polémique. Pour en débattre ce soir, Jean-Hervé Lorenzi, donc, qui est président du Cercle des économistes et professeur à l'Université Paris-Dauphine. Laurent Bigorgne, à vos côtés, directeur général de l'Institut Montaigne. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, je voudrais qu'on écoute le porte-parole du gouvernement. C'était jeudi matin, à l'issue du premier Conseil des ministres. Il s'exprimait justement sur l'équilibre politique au sein du nouveau gouvernement, qui est donc dirigé par un jupéiste, Édouard Philippe. Écoutons Christophe Castaner. Je suis, comme chacun le sait, porte-parole d'un gouvernement qui est dirigé par un homme de droite. J'ai été parlementaire socialiste. Mais nous ne sommes plus, et le président de la République a tenu à le rappeler, cantonnés à des étiquettes. Et ce ne sont pas nos origines politiques qui nous empêcheront de travailler intelligemment pour la France. Et c'est le premier message que le président de la République a souhaité adresser à celles et ceux qui composent ce gouvernement sous l'autorité d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Voilà, Christophe Castaner, jeudi matin. Donc on connaît les hommes et les femmes qui composent ce gouvernement. C'est une rupture totale avec le passé ou finalement une certaine continuité, Jean-Hervé Lorenzi? Écoutez, la question que vous posez, c'est est-ce qu'on peut qualifier ça comme on qualifie d'habitude droite, gauche ou centre, avec au fond une vision très simpliste, mais qui consiste à dire que les politiques de l'offre, c'est plutôt à droite, c'est plutôt libéral, c'est qu'on essaie de booster l'économie en baissant les coûts et en essayant de renforcer la capacité. Les politiques de gauche, c'est plutôt des politiques de la demande. C'est une vision très simpliste, mais elle marche quand même assez bien. En réalité, ma perception, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça n'est ni l'un ni l'autre. Au fond, ce qui est intéressant, c'est, me semble-t-il, c'est l'idée que M. Macron voit le développement de l'économie française comme très très porté par l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies. Enfin, il a une vision très très futuriste du dispositif. Et ce qui, moi, me séduit le plus dans cette opération, en cohérence, c'est l'idée que, au fond, on va étendre le chômage à des gens qui sont des entrepreneurs, qu'on va baisser l'assurance chômage, bien entendu, l'assurance chômage. Donc cette idée qu'on va favoriser l'entrepreneuriat. Deuxième sujet, qu'on va baisser finalement la fiscalité de l'investissement. On est dans une logique qui est celle d'une vision très futuriste et positive au fond du XXIe siècle. Alors pendant la campagne, beaucoup d'observateurs quand même parlaient d'un candidat sans programme clair et établi. Certains disaient même pas de colonne vertébrale. Quid aujourd'hui, Laurent Bigorgne, est-ce qu'on y voit plus clair? Est-ce que vous y voyez plus clair dans la politique que veut mener Emmanuel Macron? Est-ce qu'on peut parler d'un programme ambitieux? Je pense qu'on pourra répondre à cette question après les législatives, puisque en fonction de la majorité qui va sortir du scrutin des 11 et 18 juin, on aura un programme plus définitif. Déjà sur ce qu'on voit là, se mettre en place. Le gouvernement est habile, puisqu'on confie à quelqu'un qui a plutôt une sensibilité de gauche le soin de faire la réforme du marché du travail. On sait que c'est une réforme, ça a été rappelé dans le JDD ce matin, qui se fera par ordonnance, d'une part, et on a plutôt à Bercy des hommes de droite, Darmanin et Le Maire. Donc on voit bien qu'il y a même une bipolarité interne au sein du gouvernement. Il va falloir que tout ça tienne en dialectique. Maintenant, on avait regardé attentivement dans la campagne. Évidemment qu'on est tous pour que l'entrepreneuriat soit l'épine dorsale de la création d'emplois et de croissance en France. Mais pour ça, il ne faut peut-être pas choisir tout de suite d'augmenter, par exemple, la CSG, qui va porter sur les revenus du capital. Il y a un certain nombre de choix comme ça qui ont été faits, qui étaient des choix sans doute électoralistes, comme la droite disait qu'on passait par la TVA pour baisser les charges sociales. Évidemment, en l'occurrence, le choix d'En Marche, ça a été un autre impôt ou une autre base fiscale, la CSG. Mais je ne suis pas non plus très sûr qu'on ait les moyens, par exemple, si j'ouvre un autre chapitre de discussion, de baisser à raison de 8 milliards les rentrées fiscales en France,
en supprimant la taxe d'habitation pour 80% des Français. C'est une mesure que je trouve On n'a pas les sous, extraordinairement, bien sûr, c'est un demi-point de PIB, mais c'est l'assurance chômage, extraordinairement par exemple. électoraliste. L'assurance chômage promise à tous, même les entrepreneurs qui aujourd'hui ne peuvent pas en profiter, ce sont uniquement les salariés licenciés en fait qui peuvent recourir à l'assurance chômage aujourd'hui. Le fait que le président décide d'élargir, c'est quand même une mesure positive. Ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-Hervé Lorenzi. Je suis pas sûr que c'est sans doute une mesure positive quand on a les moyens de se la payer. Je suis pas sûr que ce soit prioritaire. Il y a pour traiter le chômage un certain nombre de sujets et de questions qui vont venir bien avant. Ce sera un contenu effectivement des mesures qui seront prises par ordonnance, d'une part, et puis il y a la question de la formation professionnelle. Je ne suis pas sûr que cette mesure soit ce qu'il faille faire là, tout de suite et maintenant, pour débrider la question du chômage en France. On va dire, je suis même sûr du contraire. Voilà. Là, j'ai vraiment un désaccord avec Laurent sur ce sujet-là. Au fond, là où je comprends bien, il faut que les équilibres financiers soient respectés. Je rappelle juste que la situation s'est quand même bien améliorée. Il faut de temps en temps savoir... Non, on est à 3% du 3% déficit cette année. On verra bien. De déficit public par rapport au produit intérieur brut, public, donc par rapport à la richesse nationale. Je veux dire, on n'est pas au bord du gouffre, il faut parfois juste relativiser les choses. Mais je trouve que ce qui était intéressant, c'est, quelle que soit la position qu'on peut avoir, c'est quelqu'un qui donne une perspective. Au fond, j'ai un petit regret qu'il n'y ait pas de ministère de l'Industrie. Le vrai sujet... tel que je le sens, certes, il y a la dette, il y a le truc, il y a le déficit, mais le vrai sujet, c'est la désindustrialisation de notre pays. Et au fond, c'est ça le fond du problème. Quand on dit on ne peut pas faire de politique de relance par la demande, c'est tout simplement parce que 80% du supplément de revenus pour les gens est importé. Donc il va faire quoi? Une politique de droite, de gauche ou du centre? Laurent Bigorne, oui. Enfin, Jean-Hervé Lorenzi et Laurent Bigorne. Alors, pour le coup, moi, je ne saurais pas la qualifier, cette politique. Faut-il la qualifier, tout simplement? Je ne suis pas sûr, il faut la laisser se faire. Voilà. Mais je veux combler cet immense désaccord avec Jean-Hervé Lorenzi qui a surgi sur la table pour dire que non seulement il n'y a pas de ministère de l'Industrie, mais il n'y a pas de ministère qui s'occupe des PME ni des ETI. Ce qui est un manque, qu'il faudra absolument combler parce que je pense qu'on a besoin, dans le champ des politiques publiques et des politiques économiques, de bien cibler ces acteurs qui sont ceux, en réalité, de la création d'emplois dans ce pays. Allez, on marque une pause. Dans un instant, on parlera à nouveau du quinquennat d'Emmanuel Macron et du facteur social, du facteur humain. C'est très important. Si vous cherchez un placement pour réduire votre ISF, un taudis peut être l'endroit idéal. En donnant à la Fondation Abbé Pierre, vous pouvez déduire de votre ISF 75% du montant de vos dons. Et en même temps, vous aider à réhabiliter des taudis, à loger des personnes en détresse, à développer des accueils de jour pour les sans-abri. Aidez-nous à agir. Donnez sur don.fondationabbépierre.org/ISF. Téléchargez la nouvelle application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et recevez des alertes pour rester connecté à l'actualité. France Info. France Info. 17h, 20h. Catherine Potier. La suite du débrief éco dans un instant, juste après le rappel de l'info de ce dimanche soir. Yasmina Adila, 19h20. Donald Trump appelle à l'unité face au terrorisme. Le président américain a prononcé un discours sur l'islam en Arabie Saoudite où il effectue sa première visite officielle. Il veut une union face à l'extrémisme car unis, nous ne pourrons pas échouer, a lancé le dirigeant américain. Donald Trump qui a également attaqué l'Iran qu'il accuse de financer le terrorisme. Le dirigeant américain a appelé tous les pays à isoler l'Iran. Les Suisses pour la sortie du nucléaire. Ils étaient appelés à se prononcer par référendum et d'après les premières estimations, 58% des électeurs ont voté pour favoriser les énergies renouvelables. Ce texte prévoit une transition énergétique sur plusieurs dizaines d'années. PSA et Renault s'engagent à augmenter leurs commandes pour sauver leurs sous-traitants GM&S. Le site de la souterraine dans la Creuse est menacé de fermeture. Les commandes de PSA passeront de 10 à 12 millions d'euros, celles de Renault de 5 à 10 millions. L'accord a été annoncé par Bruno Le Maire. Pour le ministre de l'économie, cette entente pourrait permettre de trouver un repreneur. Une vente de sous-marins au Brésil dans le collimateur de la justice française. Le parquet national financier enquête depuis l'automne dernier sur l'acquisition de 5 sous-marins par Rio, un contrat de près de 7 milliards d'euros. Pour décrocher ce fameux contrat, des pots de vin auraient été versés. Sébastien Ogier remporte pour la 5e fois le rallye du Portugal. Avec cette victoire, le Français conforte sa place de leader du championnat du monde des pilotes. France Info.
La suite du débrief éco avec Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Laurent Biagorn, directeur général de l'Institut Montaigne, et Emmanuel Cuny, bien sûr. Alors, on va rester dans la politique économique d'Emmanuel Macron avec Édouard Philippe, qui a des devoirs de vacances, puisqu'il doit préparer la réforme du droit du travail cet été. C'est un sujet social très épineux qui interroge quand même sur le capital humain dans son ensemble. Oui, alors on l'a vu dans la première partie de l'émission, effectivement, pas facile d'établir une politique qui plaise à tout le monde, d'autant plus difficile quand il s'agit des femmes et des hommes, des générations actuelles et futures qui sont finalement les vrais acteurs économiques et sociaux du pays. Il suffit de regarder les chiffres du chômage. 80% des chômeurs aujourd'hui sont des personnes sans qualification, donc 8 cas sur 10 sans diplôme. Ça fait vraiment réfléchir sur ce fameux capital humain et ça donne aussi une idée de l'ampleur de la réforme que le pays est en droit d'attendre. Et pour appliquer une réforme, il faut des hommes et des femmes. On va lancer les sujets avec Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force ouvrière, qui se félicite de l'arrivée au gouvernement de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. La nomination de la ministre du Travail est a priori plutôt rassurant. C'est quelqu'un de direct qui dit les choses et qui a une connaissance à la fois technique et politique des dossiers. Donc a priori un bon profil. Maintenant, comme toujours, la ministre du Travail ou le ministre du Travail n'est pas le seul à décider. Il y a un Premier ministre et il y a également un président de la République. Donc après, c'est la ligne globale de la politique économique et sociale qui va peser. Voilà, satisfaction de Jean-Claude Mailly après l'arrivée de Muriel Pénicaud. Le capital humain, c'est le monde de l'entreprise. Je voudrais vous faire réagir à l'actualité, justement, Laurent Biagorn, et cet engagement de PSA et de Renault qui s'engagent à augmenter leurs commandes pour sauver l'équipementier GMS à la souterraine dans la Creuse. Ça, c'est une première action gouvernementale. C'est Bercy qui l'annonce, puisque oui, c'est le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire. Oui, Bruno Le Maire. C'est Bercy qui l'annonce. Je crois qu'il faut surtout qu'on regarde dans le fonctionnement réel de cette entreprise, quelles sont les conditions de sa viabilité. Parce que les sommes qui sont en jeu ne sont pas considérables. Donc ça veut donc dire qu'il y a un sujet économique à traiter et il faut qu'il soit par d'abord et avant tout les actionnaires. Et c'est auprès des actionnaires qu'il faut aller... Le ministre de l'économie le précise bien dans le communiqué. Il dit OK, Renault et PSA abondent, mais l'entreprise doit quand même se revisiter pour être rentable. Jean-Hervé Lorenzi, sur ce point. C'est très bien, j'imagine. Ça soulage, mais c'est... Je veux dire, on est toujours sur des chiffres qu'on connaît mal en France. Tous les jours, il y a des flux d'entrée et de sortie du marché du travail de 10 000 personnes. On parle chaque fois de 270 personnes. Alors, quand on est un des 270, évidemment que ça a de l'importance. Il s'agit, toute personne, évidemment, a naturellement une attention particulière, sa propre histoire. Mais enfin, les problèmes de l'économie française et de l'industrie française sont malheureusement d'une toute autre ampleur que ce sujet-là. Alors, le capital humain en tant que tel dont on parle, est-ce qu'il est considéré à sa juste valeur par les politiques et les entreprises aujourd'hui, Laurent Biagorn ? Par les entreprises, sans doute oui, peut-être pas par toutes, mais parce qu'elles savent très bien ce que ça veut dire que de ne pas pouvoir recruter. Elles savent très bien ce que ça veut dire que de ne pas pouvoir prendre un marché ou de ne pas pouvoir rendre service à un client parce qu'on est court sur des effectifs. Et c'est des situations qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'on est un pays où le chômage massif perdure, c'est des situations qui sont très fréquentes. Le problème de l'économie française aujourd'hui, c'est qu'on produit dans notre système éducatif beaucoup trop de jeunes qui, malheureusement, à 16 ans, sortent sans aucune qualification, qu'une partie des qualifications qu'on va donner, malheureusement, sont périmées à la sortie même des lycées ou des formations fréquentées par les jeunes. Et puis, on voit bien que sur la partie où on a les plus qualifiés, comme il y a une fuite vers un certain nombre d'autres pays, on produit peut-être pas suffisamment aujourd'hui dans un certain nombre de spécialités. On a toujours l'exemple de la médecine, mais parlons un instant des études d'ingénieurs. On produit peut-être pas suffisamment en nombre ce qu'on devrait produire pour alimenter l'économie française. Ça fait longtemps. Déjà mal adapté. Oui, il y a un problème d'adaptation et puis un problème de malthusianisme. Il faut dire aussi qu'on a, je vais prendre un exemple qui peut paraître éloigné du sujet, mais regardez, on nous parle toujours de l'école polytechnique et du rassemblement de grandes écoles autour du plateau de Saclay. Ça fait 10 ans qu'on en parle, c'est pas fait. Et on a des grandes écoles qui restent bien trop malthusiennes, c'est-à-dire qu'elles ne recrutent pas assez parce qu'elles ont le sentiment que c'est la façon de garantir l'excellence dans leur politique. Alors, Jean-Hervé Lorenzi, sur l'aspect formation. Là, sur ce point, je suis totalement Laurent.
je rajoute qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que cet échec géant de la société française, s'il y a un échec, c'est celui-là. Échec dans l'inégalité, parce que des gamins à 2 ans, 3 ans sont déjà dans des filières qui sont des filières qui leur permettront de réussir ou de ne pas réussir. Échec dans l'incapacité qu'on a de récupérer tous ces jeunes sans qualification que Laurent évoquait, même s'il y a des initiatives formidables comme les écoles de la seconde chance ou d'autres. Échec total Mais sur pourquoi a-t-on échoué Pourquoi a-t-on échoué? Non, attends, échec total sur la formation, pardon, je vais revenir dans un instant, échec total sur la formation professionnelle avec nos fameux 32 milliards qui sont, dont chacun sait, qui sont mal utilisés. Pourquoi on échoue? Parce que, en réalité, on commence à prendre conscience du sujet. En France, on a des dénis sur les sujets. L'ancienne, la ministre, jusqu'à quelques jours, disait l'autre jour, disait l'autre jour, on a un système éducatif qui est formidable. Je veux dire, et c'est une femme tout à fait sympathique et talentueuse. Simplement, c'est horrible de dire un truc pareil. Tout le monde sait qu'il y a un problème. Donc, on commence à savoir qu'il y a un problème. Dans le programme du président et de son équipe, il y a des pistes, mais à mon avis, là, il faut vraiment retravailler. Oui, Laurent Bigorne. Il faut une attention parce que regardons bien le dernier quinquennat. Vincent Peillon, qui a été Premier ministre de l'Éducation en 2012, arrivait avec les bras chargés de cadeaux puisqu'il arrivait avec 60 000 postes. À la fin du quinquennat, et je serai moins sévère que Jean-Hervé avec Najat Vallaud-Belkacem, à la fin du quinquennat, on se rend compte qu'elle a essayé de sauver une partie des dossiers que son prédécesseur avait objectivement ratés. Il n'en reste pas moins qu'on repart sur un nouveau quinquennat. On vient de nommer un ministre qui est un très bon ministre, Jean-Michel Blanquer, qui fait d'ailleurs, je le vois dans la presse, un consensus à gauche et à droite, peut-être un signe des temps, et puis c'est cette entrée aussi des personnalités de la société civile. Il faut voir s'il arrive, s'il va parvenir effectivement à transformer aujourd'hui des moyens en 2 choses. En plus de performance à tous les étages du système, et en plus d'équité, parce que non seulement notre système n'est pas suffisamment performant, mais en plus il est très inéquitable, c'est-à-dire qu'il condamne des enfants dont les familles sont déjà le plus en difficulté. Est-ce que 5 ans ça suffit pour agir très rapidement? Oui, c'est vraiment c'est la priorité. Je trouve que ça avait été assez bien dit. Ordre de grandeur quand même. C'est pas la quantité d'argent qu'on va mettre, mais par exemple les écoles de la seconde chance, il y en a peut-être une centaine, il en faut 1000, 2000, 5000, 10 000. Voilà. Merci beaucoup Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, Laurent Bigorne, directeur général de l'Institut Montaigne. Emmanuel Cuny, bien sûr. À dimanche prochain, Catherine. À dimanche prochain.